Bonjour, je suis Rachel Thompson, 32 ans, assise à la table à manger en acajou de mes parents pour ce qui était censé être un dîner de célébration. Ma famille m'a toujours traité comme si j'étais invisible, la fille oubliable qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Elle n'est qu'une inconnue avec un petit boulot de bureau, a ri ma mère Barbara d'un air dédaigneux lorsque la fiancée de mon frère, Jessica, a demandé ce que je faisais. Personne à cette table n'aurait pu prédire ce qui allait se passer lorsque Jessica a pris son téléphone et a tapé mon nom dans Google. Avant de continuer mon histoire, d'où regardez-vous aujourd'hui? Si cela vous plaît déjà, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, vous voudrez rester pour voir comment les visages de ma famille ont changé lorsqu'ils ont découvert qui j'étais vraiment. J'ai grandi à Westlake, dans l'Ohio, un quartier résidentiel soigné où l'apparence faisait tout et où le statut se mesurait à la taille de votre maison et aux universités fréquentées par vos enfants. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse impeccable et ses couronnes saisonnières sur la porte d'entrée, était le cadre parfait pour la famille que ma mère Barbara voulait que tout le monde voie. À l'intérieur de ces murs, la dynamique familiale était limpide, ma mère, avec ses cheveux parfaitement méchés et son adhésion au club de campagne, orchestrait nos vies avec précision. Tout tournait autour de l'image et de la réussite. Mon père, Thomas, un comptable dans un cabinet respecté, était gentil à sa manière discrète, mais s'en remettait finalement à ma mère pour toutes les questions familiales. Il était la définition de la passivité, choisissant toujours la paix plutôt que la confrontation, même si cela signifiait sacrifier mes sentiments dans le processus. Puis il y avait mon frère Michael, 3 ans de plus et la star incontestée de notre famille. Depuis son premier coup de circuit en petite ligue jusqu'à son discours de major de promotion au lycée, Michael ne pouvait rien faire de mal. Sa chambre était un sanctuaire de la réussite, trophées sportifs brillants, médailles académiques et lettres d'acceptation encadrées. Mes parents assistaient à chaque match de baseball, à chaque tournoi de débat, à chaque cérémonie de remise de prix. Ils rayonnaient depuis le premier rang, prenaient d'innombrables photos et se vantaient auprès de quiconque voulait bien les écouter. « C'est notre fils », disait ma mère, soulignant un autre comme si Michael était leur seul enfant. Mon premier souvenir de déception remonte à mes 8 ans. J'avais écrit une nouvelle sur une fille qui découvrait qu'elle pouvait parler aux animaux. Mon professeur de 3e année m'avait donné un A+ et avait écrit l'imagination extraordinaire en haut de la page. Je suis rentré à la maison, pleine de fierté, impatiente de montrer à mes parents. « Maman, papa, regardez ce que j'ai écrit », ai-je annoncé, agitant mon histoire en l'air. Ma mère y a jeté un bref coup d'œil. « C'est gentil, Rachel, mais nous nous préparons pour le concours scientifique de Michael. Mets-le sur le comptoir et nous le regarderons plus tard. » Plus tard n'est jamais venu. Lorsque j'ai retrouvé mon histoire plusieurs jours plus tard, elle était tachée d'auréoles de café, non lue et oubliée. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de mon enfance. En 6e, lorsque j'ai remporté un concours d'écriture à l'échelle du district, aucun de mes parents n'a assisté à la cérémonie. Michael avait un match de baseball le même jour. « Tu comprends, n'est-ce pas, Rachel ?» a dit mon père gentiment. « C'est un match important pour ton frère. » J'ai parfaitement compris. J'apprenais ma place dans la hiérarchie familiale. Le lycée a apporté plus de la même chose. J'ai rejoint le journal de l'école, devenant finalement rédactrice en chef. J'ai remporté des prix d'État pour mes éditoriaux et mes nouvelles. Mon nom apparut dans des magazines pour adolescents et des journaux locaux. Chaque réussite a été accueillie par la même réponse tiède de ma famille. L'écriture est un joli passe-temps, Rachel, disait ma mère, mais ce n'est pas un vrai plan de carrière. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique, comme le commerce ou les soins infirmiers. Même lorsque mon histoire a été publiée dans une anthologie nationale pour jeunes écrivains, mes parents ont refusé d'en acheter un exemplaire. Pendant ce temps, ils ont encadré les lettres d'acceptation universitaire de Michael et les ont accrochées dans le salon pour que les visiteurs puissent les admirer. Au moment où je suis parti à l'université, j'avais arrêté de partager mes réussites avec ma famille. J'ai choisi une université à New York, aussi loin de l'Ohio que ma bourse pouvait me mener. La distance n'était pas seulement géographique, je créais un espace émotionnel pour devenir quelqu'un à part de la fille invisible que j'avais été à la maison. Pendant ces 4 années, j'ai éclos. Mes professeurs ont loué mon écriture, encouragé ma voix et m'ont poussé à soumettre mon travail à des publications. De petits succès se sont accumulés, un poème ici, une nouvelle là. Chaque publication était une brique dans la fondation de ma confiance, construite sans la connaissance ni l'approbation de ma famille. Lorsque je rentrais pour les vacances,
je répondais aux questions vagues sur le déroulement de l'école par des réponses tout aussi vagues. J'avais appris que parler de mes passions n'invitait qu'au dédain, alors je gardais mes succès croissants pour moi. J'ai supporté d'innombrables dîners à écouter des nouvelles sur les cours de commerce de Michael, ses perspectives de stage, sa petite amie d'une bonne famille. Après l'obtention de mon diplôme, lorsque j'ai annoncé mon intention de rester à New York et de poursuivre l'écriture, la réaction de ma mère a été prévisiblement dédaigneuse. « New York est si cher, Rachel. Tu seras de retour à la maison d'ici 6 mois quand tu ne pourras pas payer ton loyer », a-t-elle prédit avec confiance. Peut-être pourras-tu trouver un emploi au collège communautaire si tu veux rester près des livres. Mon père, à sa manière typique, a essayé de faire la médiation. Ce que ta mère veut dire, c'est que nous nous inquiétons pour toi. L'écriture est un métier difficile. Nous ne voulons pas que tu te mettes en situation de déception. Ma mère a ajouté comme si la déception n'était pas déjà l'émotion principale que j'associais aux interactions familiales. Au fil des années, alors que ma vie d'adulte prenait forme à New York, j'ai développé 2 existences distinctes. Il y avait Rachel, l'écrivaine accomplie avec une réputation grandissante dans les cercles littéraires, et Rachel, la fille décevante qui avait un petit boulot dans l'édition, autant que sa famille le savait. La déconnexion était douloureuse mais protectrice. Je ne pouvais pas supporter d'offrir mes réalisations pour qu'elles soient à nouveau diminuées. Les appels téléphoniques à la maison sont devenus des exercices d'omission. J'écoutais les nouvelles sur les promotions de Michael, les réalisations du comité social de ma mère, les potins du quartier, ne proposant jamais d'informations sur ma propre vie qui m'importait. J'étais devenu doué pour la déviation, renvoyant les questions à l'interlocuteur, gardant mes réponses superficielles. Certains pourraient se demander pourquoi j'ai maintenu une relation avec ma famille. La réponse est compliquée, enveloppée dans des couches d'espoir, d'obligation et la croyance tenace qu'un jour ils pourraient me voir vraiment. Malgré tout, c'était ma famille, et une partie enfantine de moi aspirait toujours à leur approbation, même si l'adulte en moi reconnaissait à quel point cela était peu probable. J'ai donc poursuivi mes visites à la maison 2 fois par an, me préparant à chaque fois au sentiment familier de m'effacer en arrière-plan, d'être négligé et sous-estimé. J'étais devenu le fantôme de la famille, présente mais pas tout à fait réelle à leurs yeux. Et j'ai appris à trouver de la validation ailleurs, construisant une vie riche en amitié significative et en respect professionnel dont ma famille ne savait rien. Lorsque j'ai déménagé à New York après l'université, je n'avais guère plus que 2 valises, mon ordinateur portable et un optimisme déterminé. La prédiction de ma mère selon laquelle j'échouerais dans les 6 mois pesait sur moi comme un défi. J'étais préparé à la lutte, mais la réalité de percer dans l'industrie de l'édition à New York était encore plus difficile que je ne l'avais prévu. J'ai trouvé un minuscule appartement à Brooklyn que j'ai partagé avec 2 autres créatifs en herbe. Mon premier emploi était barista dans un café près d'Union Square, travaillant le matin pour pouvoir utiliser les après-midi à déposer des candidatures dans les maisons d'édition et les agences littéraires. La nuit, j'écrivais à un bureau bancal entassé dans le coin de ma chambre, souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les lettres de refus se sont accumulées. Je les ai scotchées à mon mur comme motivation plutôt que découragement. Chaque non me rapprochait d'un éventuel oui, ou du moins c'est ce que je me disais dans les moments de doute. Ma première chance est arrivée 8 mois après mon arrivée à New York. J'ai décroché un poste de débutant en tant qu'assistante éditoriale dans une petite mais respectée revue littéraire. Le salaire suffisait à peine à couvrir le loyer et les nouilles, mais l'expérience était inestimable. J'ai tout absorbé du processus d'édition, de l'évaluation des soumissions à la correction, en passant par la production. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Montgomery, une rédactrice en chef dont l'œil aiguisé et la langue encore plus acérée faisaient trembler les jeunes employés. Eleanor était une légende dans les cercles littéraires, connue pour découvrir de grands talents et pour ses normes éditoriales intransigeantes. Pour des raisons que je n'ai jamais entièrement comprises, elle s'est intéressée à ma carrière. « Vous avez une voix », m'a-t-elle dit après avoir lu un texte sur lequel je travaillais pendant les pauses déjeuner, brute mais distinctive. Continuez à écrire. Venant d'Eleanor, cela équivalait à un éloge effusif. Sous son mentorat, mon écriture a évolué. Elle m'a poussé à être plus audacieuse, à trouver les endroits vulnérables dans mes récits et à creuser plus profondément. Lorsque je me plaignais de ses commentaires brutaux, elle était sans pitié. Si vous voulez des encouragements doux, rejoignez un cercle d'écriture communautaire, disait-elle. Si vous voulez être publié, écoutez-moi. J'ai écouté, et j'ai écrit, après mon travail de jour, après mes obligations sociales, parfois aux petites heures du matin quand la ville se calmait brièvement.
J'ai développé une discipline qui frôlait l'obsession. Mon premier texte publié, dans une revue littéraire notable, est paru 2 ans après mon déménagement à New York. Je me souviens encore d'avoir fixé mon nom imprimé, passant mes doigts sur les lettres comme si elles pouvaient disparaître. Je n'ai appelé personne de ma famille. Au lieu de cela, j'ai célébré avec des amis qui comprenaient ce que ce jalon signifiait. À partir de là, l'élan s'est progressivement construit. Mon nom apparut dans des publications de plus en plus prestigieuses. Les éditeurs ont commencé à reconnaître mon nom dans les piles de soumission. Les agents littéraires ont commencé à me contacter pour me demander si je travaillais sur un livre. C'était le cas. Mon premier manuscrit, un recueil de nouvelles interconnectées examinant les liens invisibles liant les familles à travers les générations, a mis 3 ans à être achevé. Lorsqu'il a été vendu à un éditeur indépendant respecté, j'ai ressenti une validation qu'aucune approbation familiale ne pouvait égaler. Le livre, intitulé Sous les eaux silencieuses, a été publié lorsque j'avais 27 ans. Le tirage initial était modeste, mais l'accueil critique a dépassé toutes les attentes. Le New York Times Book Review l'a qualifié de premier roman éblouissant d'une écrivaine d'une perspicacité peu commune. Le New Yorker m'a incluse dans sa rubrique Author to Watch. Des prix littéraires ont suivi. Pour la tournée de promotion, j'ai voyagé dans 12 villes à travers l'Amérique, puis à Londres, Paris et Berlin. Dans chaque lieu, des lecteurs m'ont abordé avec des histoires sur la façon dont mon écriture les avait touchés, comment ils voyaient leur propre dynamique familiale reflétée dans mes personnages. L'ironie ne m'a pas échappé que des étrangers se soient connectés si profondément à un travail que ma propre famille n'avait jamais lu. J'ai choisi de publier sous Rachel Thompson plutôt que mon nom complet, Rachel Ann Davis Thompson, ce qui expliquait en partie pourquoi ma famille n'avait pas pu tomber sur mon travail en ligne. Ce n'était pas une décision consciente de me cacher, mais plutôt une séparation entre mon identité d'écrivaine et la fille qui visitait encore l'Ohio 2 fois par an. Mon deuxième livre, un roman intitulé Le poids des choses non dites, est devenu ce que l'industrie appelle un succès surprise, commençant par des ventes modestes qui ont augmenté régulièrement grâce au bouche à oreille jusqu'à ce qu'il atteigne la liste des best-sellers 8 mois après sa publication. L'édition de poche comportait des citations d'auteurs célèbres que j'avais autrefois étudiées dans mes cours universitaires. Surréaliste ne commençait pas à décrire ce sentiment. À 30 ans, j'avais un agent, un éditeur respecté et le genre de carrière dont la plupart des écrivains rêvent. Mon appartement à Brooklyn n'était plus partagé mais le mien, avec un bureau dédié où des prix et des couvertures de livres encadrés étaient accrochés au mur. Mon travail était enseigné dans les programmes d'écriture créative universitaire. J'ai donné des conférences invitées à Columbia, NYU et d'autres institutions prestigieuses. Lorsque j'étais présenté lors d'événements littéraires, la liste de mes accomplissements prenait de plus en plus de temps à réciter. Et pourtant, lorsque je rentrais pour Noël ou l'anniversaire de ma mère, j'étais toujours juste Rachel, la fille qui avait un petit boulot vague dans l'édition. La dissonance cognitive était parfois écrasante. « Es-tu toujours à cette revue ?» demandait vaguement ma mère pendant les dîners de vacances. « Je travaille sur différents projets maintenant », répondais-je honnêtement mais incomplètement. « Tu sais, Michael vient d'avoir une autre promotion », poursuivait-elle, et la conversation s'éloignait encore une fois de moi. Le développement le plus récent de ma carrière est survenu juste 3 mois avant le dîner familial qui allait tout changer. Mon deuxième roman avait été optionné pour le cinéma par un producteur lauréat d'un Oscar. On m'avait fait venir à Los Angeles pour des réunions, installé dans un hôtel de luxe et traité comme si mes mots avaient une importance énorme. Le contraste entre mon respect professionnel et mon invisibilité familiale n'avait jamais été aussi marqué. Je me suis parfois demandé pourquoi je continuais à compartimenter ma vie, pourquoi je ne déclarais pas simplement mes accomplissements lors du prochain rassemblement familial. La réponse était à la fois simple et complexe, je me protégeais. Après des années à voir ma passion écartée, mes réalisations minimisées, je ne pouvais pas supporter d'offrir mon succès pour qu'il soit à nouveau traité comme insignifiant. L'idée que ma mère dise « c'est gentil », ma chérie, à propos de mon contrat de film me nouait l'estomac. Alors j'ai maintenu la séparation, même si cela créait un vide en moi. Dans les milieux professionnels, j'étais confiante, éloquente, louée. Dans les milieux familiaux, je redevenais la fille tranquille et négligée, cachant soigneusement la vie que j'avais construite. « Pourquoi continues-tu à rentrer chez toi ?» m'a demandé un jour mon amie Samantha après que je sois rentré d'une visite de Thanksgiving particulièrement difficile. Je n'avais pas de réponse simple. Il y avait l'amour compliqué que je ressentais toujours pour ma famille, malgré tout. Il y avait l'espoir, aussi faible soit-il, qu'un jour les choses changeraient.
Et il y avait autre chose, la conviction que fuir complètement signifierait qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient réussi à me faire croire que j'étais vraiment invisible. Alors j'ai continué à visiter, et j'ai continué à réussir, et le fossé entre mes deux vies s'est élargi chaque année, jusqu'à la nuit où tout s'est effondré lorsque mon frère a ramené sa nouvelle fiancée pour rencontrer la famille, et que tout ce que j'avais construit et tout ce que j'avais caché a été révélé en une seule recherche Google. Mes parents habitaient toujours dans la même maison où j'ai grandi, un fait qui donnait l'impression de remonter le temps à chaque visite à la maison. Alors que je m'engageais dans l'allée ce soir-là, j'ai remarqué de nouvelles fleurs plantées dans les parterres devant et de nouveaux rideaux aux fenêtres du salon. Ma mère faisait toujours des préparatifs spéciaux lorsque Michael venait, un autre petit rappel de la hiérarchie familiale. Je me suis garé derrière une BMW inconnue qui, j'ai supposé, appartenait à Jessica, la fiancée de mon frère. Ce serait notre première rencontre, et je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse à propos de la femme qui avait capturé le cœur de mon frère. Michael avait fréquenté de nombreuses femmes au fil des ans, mais aucune n'était parvenue au stade de la rencontre avec les parents. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Mon père se tenait là, les cheveux gris soigneusement peignés, portant ce que j'ai reconnu comme son bon pull. « Rachel, tu es arrivée, a-t-il dit, me donnant une brève accolade maladroite. Tout le monde est dans le salon. Je l'ai suivi à travers le hall, passant devant la galerie familière de photos de famille. J'ai noté que les ajouts les plus récents étaient tous de Michael, sa remise de diplôme d'études supérieures, des photos de vacances, aucune ne me représentant. C'était comme regarder mon effacement progressif de l'histoire familiale. Dans le salon, ma mère riait de quelque chose, le rire performatif qu'elle utilisait dans les situations sociales. Elle a levé les yeux lorsque je suis entré, son sourire restant mais se refroidissant de plusieurs degrés. Rachel, enfin. Nous étions sur le point de commencer sans toi. Elle a fait un geste vers le joli couple sur le canapé. Tu te souviens à quoi ressemble le trafic, ai-je dit, me penchant pour l'obligatoire bise sur la joue. Michael s'est levé, ayant l'air sincèrement content de me voir. Rachel, viens rencontrer Jessica. J'ai tourné mon attention vers la femme qui se levait gracieusement du canapé. Jessica était grande et mince, avec des yeux intelligents et un sourire chaleureux. Elle portait des vêtements simples mais évidemment chers qui suggéraient le goût et la confiance plutôt que l'ostentation. J'ai tellement entendu parler de vous, a dit Jessica, me tendant la main. Michael dit que vous vivez à New York. J'adore visiter la ville. Que de bonnes choses, j'espère, ai-je répondu avec un sourire, ignorant le reniflement à peine audible de ma mère. Nous allons passer à la salle à manger, a suggéré ma mère. J'ai le rôti au four depuis des heures. La salle à manger était dressée avec la bonne vaisselle et les bons cristaux, un autre honneur généralement réservé aux visites de Michael ou au déjeuner du club de bridge de ma mère. J'ai noté la disposition des sièges avec une résignation familière, mon père en bout de table, ma mère à l'autre bout, Michael et Jessica d'un côté, et moi seul de l'autre, le plus loin possible des deux parents. Ma mère s'était surpassée avec le repas, rôti de bœuf avec Yorkshire pudding, purée de pommes de terre à l'ail, carottes glacées au miel et petits pains faits maison. C'était le menu préféré de Michael, celui qu'elle préparait pour les célébrations spéciales. Jessica, raconte-nous encore comment vous vous êtes rencontrés, a demandé ma mère après avoir versé le vin. Je veux que Rachel entende l'histoire. Jessica a souri à Michael avant de répondre. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives pour l'hôpital pour enfants. J'organisais l'événement, et Michael était là pour représenter son cabinet. Il a surenchéri sur tout le monde pour un week-end de voile, même s'il m'avait dit plutôt qu'il avait le mal de mer. Elle a ri. J'ai pensé que quelqu'un d'aussi déterminé méritait au moins un dîner. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, a ajouté Michael, lui prenant la main. Ma mère les a regardés avec ravissement. Et la famille de Jessica et de Shaker Heights, m'a-t-elle dit, nommant l'une des banlieues les plus riches de Cleveland. Son père est chirurgien cardio-thoracique à la Cleveland Clinic. J'ai reconnu cela comme le raccourci de ma mère pour revient de l'argent et d'une bonne position sociale, son plus grand éloge. Et vous, Rachel, a demandé Jessica, tournant son attention vers moi. Michael a mentionné que vous travailliez dans l'édition à New York. Cela semble fascinant. Avant que je puisse répondre, ma mère a interrompu. Rachel fait quelque chose avec les livres. Une petite maison d'édition ou un magazine, n'est-ce pas, ma chérie? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle a continué. Rien à voir avec le poste de Michael, bien sûr. Il vient de devenir associé à 35 ans, le plus jeune de l'histoire du cabinet.
C'est une maison d'édition, ai-je dit calmement. Je travaille avec des auteurs sur leurs livres. Ça doit être tellement intéressant, a insisté Jessica. Sur quel genre de livre travaillez-vous? Encore une fois, ma mère a interrompu. Rachel a toujours aimé lire. Tu te souviens de cet été où tu ne sortais pratiquement pas de ta chambre, toujours le nez dans un livre? Elle a ri et s'est tournée vers Jessica. Nous avons dû pratiquement la forcer à sortir prendre le soleil. La conversation a bifurqué sur les préparatifs du mariage. Jessica et Michael envisageaient une cérémonie en juin l'année suivante, peut-être au club de campagne de ses parents. Ma mère était ravie, discutant déjà des arrangements floraux et des options de menu. J'ai mangé tranquillement, hochant la tête de temps en temps ou offrant de brefs commentaires lorsqu'on s'adressait directement à moi. C'était un territoire familier, être présente mais pas vraiment incluse, le personnage de second plan dans le spectacle de Michael. Jessica, cependant, n'arrêtait pas d'essayer de m'impliquer dans la conversation. Nous sommes toujours en train de définir le cortège de mariage, a-t-elle dit, me regardant, mais j'adorerais que vous soyez l'une de mes demoiselles d'honneur, Rachel. Je n'ai pas de sœur, et cela signifierait beaucoup pour moi. J'ai été sincèrement surprise par l'offre. Je serais honoré, ai-je dit, touché par son inclusion. Si Rachel peut s'absenter de son important travail, bien sûr, a commenté ma mère avec un sourire mince. L'édition à New York est apparemment si exigeante. Michael a jeté un regard à sa mère. Maman, s'il te plaît. Jessica, sentant peut-être la tension, a essayé de rediriger. Sur quoi travaillez-vous actuellement, Rachel? Des livres que nous devrions surveiller. C'était l'ouverture que j'avais à la fois désirée et redoutée pendant des années. Je pouvais leur parler de mon succès récent, de l'option cinématographique, des récompenses. Je pouvais enfin revendiquer mes réalisations dans cette maison où j'avais été diminué pendant si longtemps. Mais des années de conditionnement ont pris le dessus. J'ai haussé légèrement les épaules. Juste les projets habituels. Rien de spécial. Ma mère a saisi l'instant. Elle n'est qu'une inconnue avec un petit boulot de bureau. Elle a ri d'un air dédaigneux. Tout le monde ne peut pas être aussi ambitieux que toi et Michael. La table est tombée silencieuse. Mon père a étudié son assiette. Michael avait l'air mal à l'aise. J'ai ressenti la piqûre familière, plus vive encore d'être livré devant quelqu'un de nouveau. Le front de Jessica s'est légèrement plissé. Elle m'a regardé avec curiosité, puis a discrètement attrapé son téléphone sous la table. Le lieu de mariage a une liste d'attente de 6 mois, a poursuivi ma mère, inconsciente de la gêne qu'elle avait créée, mais la mère de Jessica connaît le coordinateur d'événements. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué que Jessica regardait son téléphone, son expression passant de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose ressemblant à de l'étonnement. Elle a levé les yeux vers moi, puis est revenue à son téléphone, faisant défiler avec un intérêt croissant. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle lisait, mais quelque chose me disait que nos mondes soigneusement séparés étaient sur le point de se heurter. La conversation du dîner a continué autour de moi, ma mère dominant avec le sujet du mariage tandis que mon père acquiesçait de temps en temps. Michael a contribué avec des détails sur la lune de miel qu'il prévoyait en Italie. Je répondais si nécessaire, mais mon attention était de plus en plus attirée par Jessica, qui continuait à faire défiler quelque chose sur son téléphone, ses yeux s'écarquillant de temps en temps. Nous pensons à 4 ou 5 étages pour le gâteau, disait ma mère, rien de trop ostentatoire, mais digne de la position de Michael au cabinet. Jessica a levé les yeux de son téléphone soudainement, son regard se fixant sur moi avec une intensité qui m'a fait bouger sur ma chaise. « Excusez-moi, a-t-elle dit, interrompant ma mère en plein milieu d'une phrase sur les saveurs de gâteau. J'espère que ce n'est pas impoli, mais je dois demander. Elle s'est tournée vers moi, téléphone toujours en main. Rachel, êtes-vous Rachel Thompson? L'auteur? La question est restée suspendue dans l'air. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Le silence était assourdissant. De quoi parles-tu? A demandé ma mère, ayant l'air confuse. Jessica a levé son téléphone, affichant ce que j'ai reconnu comme ma page d'auteur sur le site de Penguin Random House. Rachel Thompson, auteur de Sous les eaux silencieuses et le poids des choses non dites, a-t-elle lu. Lauréate du National Book Critics Circle Award et du PEN Faulkner Award. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants d'excitation. C'est vous, n'est-ce pas? La photo correspond. Mon cœur battait la chamade. Le moment que j'avais à la fois redouté et secrètement fantasmé pendant des années était en train de se produire, et je me sentais complètement désarmé.
Laisse-moi voir ça, a dit Michael, se penchant vers le téléphone de Jessica. Ses yeux se sont écarquillés en faisant défiler ce qui était à l'écran. Nom d'un chien, a-t-il murmuré, levant les yeux vers moi. Rachel, est-ce vraiment toi? Mon père était complètement immobile, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a tendu la main par-dessus la table et a pratiquement arraché le téléphone de la main de Jessica. Ça doit être une erreur, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction alors qu'elle fixait l'écran. Une autre Rachel Thompson. Pas d'erreur, a dit Jessica, reprenant son téléphone et continuant à lire. L'écriture de Rachel Thompson a été comparée à celle de Joan Didion et Alice Munro. Son premier recueil de nouvelles a été décrit par le New York Times comme a coupé le souffle et son roman a passé 18 semaines sur la liste des best-sellers. Elle m'a regardé avec une admiration sincère. Je n'arrive pas à y croire. J'ai lu votre livre l'année dernière pour mon club de lecture. C'était incroyable. Le visage de ma mère s'était décomposé. Mon père se penchait maintenant vers Jessica, essayant de jeter un autre coup d'œil au téléphone. Il y a plus, a poursuivi Jessica, manifestement inconsciente du drame familial qu'elle exposait. Il est dit ici que votre roman a été optionné pour le cinéma par Paramount, avec une production prévue pour commencer l'année prochaine. Elle a fait défiler davantage. Et vous venez d'être présenté dans la liste 41 heures 40 minutes du New Yorker des artistes influents. Michael me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit tout ça, a-t-il demandé, sa voix mêlant confusion et ce qui semblait être de la blessure. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. C'était le moment où mes deux vies distinctes s'effondraient en une seule. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Plusieurs fois. Ma mère a secoué la tête. C'est ridicule. Tu n'as jamais mentionné être une auteure célèbre. Nous nous en serions souvenus. En fait, si, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. Quand ma première histoire a été publiée dans The Atlantic, j'ai appelé la maison et je vous l'ai dit. Vous avez dit c'est gentil et avez changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Michael. Mon père a froncé les sourcils, semblant chercher dans sa mémoire. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une fine ligne. Lorsque mon livre a été publié, ai-je poursuivi, je vous ai envoyé à tous les deux des exemplaires dédicacés. Avez-vous déjà ouvert le colis ou lu la carte que j'ai incluse? Mon père avait l'air sincèrement confus. Je ne me souviens d'aucun colis. Il est arrivé juste avant Noël il y a 3 ans, ai-je dit. Maman a dit que c'était probablement juste des affaires professionnelles et l'a mis dans la chambre d'amis. Je l'ai vu là, non ouvert, quand j'ai visité cette année-là. Jessica avait l'air de plus en plus mal à l'aise, soudain consciente de la dynamique familiale qu'elle avait involontairement exposée. Michael ne cessait de jeter des regards entre moi et nos parents, comme s'il essayait de concilier la sœur qu'il croyait connaître avec l'auteur accompli sur le téléphone de Jessica. Eh bien, tu aurais dû préciser que c'était important, a dit ma mère sur la défensive. Tu sais à quel point les choses sont chargées pendant les fêtes. Jessica s'est raclé la gorge doucement. Vos livres sont vraiment remarquables, Rachel. La façon dont vous écrivez sur les dynamiques familiales et les attentes inexprimées, c'est tellement perspicace. Elle a marqué une pause. En fait, maintenant que j'y pense, certaines de ces scènes familiales semblent presque familières. L'implication planait dans l'air, avais-je écrit sur ma propre famille depuis le début? La réponse était oui et non. Mes personnages étaient fictifs, mais les vérités émotionnelles qu'ils naviguaient, le sentiment d'invisibilité, le désir de reconnaissance, provenaient directement de mon expérience dans cette même maison. Puis-je voir, a demandé mon père à Jessica, retrouvant enfin sa voix. Elle lui a tendu son téléphone, et il a mis ses lunettes de lecture pour étudier l'écran. Pendant qu'il lisait, son expression a changé de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. National Book Critics Circle Award, a-t-il murmuré. C'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? C'est l'un des prix littéraires les plus prestigieux d'Amérique, a confirmé Jessica. Ma mère avait du mal à digérer cette nouvelle réalité. Si tu as tant de succès, a-t-elle dit avec une pointe de scepticisme, pourquoi vis-tu toujours dans ce minuscule appartement à Brooklyn? Pourquoi ne conduis-tu pas une meilleure voiture? C'était une réponse si typique, mesurant le succès par les possessions matérielles plutôt que par les réalisations ou l'épanouissement, que j'ai failli rire. Mon appartement n'est pas minuscule, maman. C'est un 2 pièces à Park Slope avec un bureau où j'écris. Et je prends le métro parce que se garer à New York est un cauchemar, pas parce que je n'ai pas les moyens d'avoir une voiture.
Il y a une page Wikipédia entière, a ajouté Jessica, apparemment inconsciente de la tension alors qu'elle continuait à faire défiler. Et regardez, voici une vidéo de Rachel recevant son prix PEN Faulkner. Elle a tourné son téléphone pour montrer un extrait de moi sur scène dans une robe de soirée noire, remerciant le comité et mon éditeur. La qualité surréaliste du moment s'est intensifiée, ma famille regardant une vidéo de moi recevant un prix littéraire majeur alors que nous étions assis à la table du dîner où j'avais été écarté comme une inconnue quelques minutes plus tôt. La prise de conscience que je n'étais pas qui ils pensaient que j'étais, que je n'avais jamais été qui ils pensaient que j'étais, semblait les frapper différemment. Mon père avait l'air déconcerté mais impressionné. Michael semblait choqué mais aussi curieux. Et ma mère avait l'air que toute sa vision du monde était remise en question, son expression passant de l'incrédulité à la confusion, puis à quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Tout ce temps, a dit Michael lentement, alors que nous pensions que tu étais juste. Il s'est interrompu, réalisant peut-être qu'il n'y avait pas de bonne façon de finir cette phrase. Juste une inconnue, ai-je suggéré, répétant les mots de ma mère d'un peu plus tôt. Oui. Tout ce temps. Le dîner qui avait été prévu pour célébrer les fiançailles de Michael et Jessica s'était transformé en quelque chose de complètement différent. L'équilibre des pouvoirs avait changé, et aucun d'entre nous ne savait trop comment procéder. Jessica, sentant peut-être la tension monter, a tenté d'alléger l'atmosphère. J'ai l'impression de dîner avec une célébrité, a-t-elle dit avec un rire nerveux. J'ai recommandé votre livre à tous ceux que je connais après l'avoir lu. La voix de ma mère a percé l'air. Ça doit être une sorte de malentendu. Rachel nous aurait dit si elle était une écrivaine à succès. Elle s'est tournée vers moi, son expression se durcissant. Pourquoi garderais-tu une chose pareille de ta famille, à moins que tu ne l'inventes? L'accusation a piqué, mais elle était tellement typique de ma mère, incapable d'admettre qu'elle aurait pu se tromper, tournant la situation pour se faire passer pour la victime plutôt que de reconnaître son rôle dans mon silence. Je ne l'ai pas caché, ai-je dit, ma voix stable malgré l'émotion qui montait en moi. Vous n'avez juste jamais écouté. C'est n'importe quoi, a répondu ma mère. Nous avons toujours soutenu ton petit hobby d'écriture. Hobby? J'ai répété le mot comme de l'acide sur ma langue. C'est ce que vous pensez que c'est, maman? Michael est intervenu. Jessica vient de nous montrer la page professionnelle d'auteur et la page Wikipédia de Rachel. Ce n'est pas un hobby. Mon père, qui regardait toujours le téléphone de Jessica, a levé les yeux. Il y a des critiques ici du New York Times, du Washington Post. Des photos de vous lors d'événements littéraires avec des gens célèbres. Il avait l'air sincèrement perplexe. Pourquoi ne pas partager ça avec nous? La question, posée sans le ton accusateur de ma mère, méritait une réponse honnête. J'ai essayé de le partager avec vous, ai-je dit, croisant son regard. Quand j'ai eu mon premier contrat de livre, j'ai appelé à la maison, euphorique. Maman a répondu et a dit qu'elle ne pouvait pas parler parce qu'elle allait au match de softball de Michael. Elle a dit qu'elle rappellerait mais ne l'a jamais fait. Mon père a froncé les sourcils, jetant un coup d'œil à ma mère, qui évitait son regard. Lorsque mon premier livre a été publié, ai-je poursuivi, je vous ai envoyé à tous les deux des exemplaires dédicacés avec une note sur à quel point cela signifierait de vous avoir pour me soutenir à mon événement de lancement à New York. Vous n'avez jamais répondu. J'ai vérifié les prix des billets d'avion en espérant que vous pourriez venir, mais vous n'avez même pas accusé réception des livres. Nous étions probablement occupés, a dit ma mère sur la défensive. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous laissions tout tomber pour elle. Pourquoi, maman, ai-je interrompu, des années de sentiments refoulés se libérant enfin. Pour la plus grande réussite de votre fille? Parce que c'est exactement ce que vous avez fait pour Michael, à chaque fois. Vous n'avez jamais manqué un seul de ces matchs ou cérémonies ou célébrations. Pas un seul. Michael s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Jessica a posé une main sur son bras, son expression sympathique. Quand j'ai gagné mon premier prix majeur, ai-je poursuivi, j'ai appelé de l'hôtel juste après la cérémonie, portant encore ma robe de soirée. Papa, tu as répondu et dit que maman dormait et que tu regardais un match. Tu as dit de rappeler demain. Quand je l'ai fait, aucun de vous n'a répondu. Le visage de mon père s'est empourpré de ce qui ressemblait à de la honte. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était important. Comment pouviez-vous ne pas savoir? La question a éclaté de moi avec plus d'émotion que je ne l'avais prévu. Comment mes propres parents pouvaient-ils ne pas savoir ou ne pas se soucier des moments les plus importants de ma carrière? Avez-vous déjà cherché mon nom sur Google?
Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais réellement à New York toutes ces années? Les lèvres de ma mère se sont amincies. Tu as toujours été dramatique, Rachel. Si ton écriture avait vraiment tant de succès, pourquoi ne t'assurerais-tu pas que nous le savions? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, vous avez changé de sujet pour parler de Michael, ai-je répondu, ma voix se brisant légèrement. À chaque fois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Ça faisait trop mal de continuer à offrir des morceaux de moi-même pour qu'ils soient ignorés. Jessica s'est raclé la gorge doucement. Votre roman, a-t-elle dit, me regardant, celui sur la fille cadette dont l'art est découvert après qu'elle quitte la maison, était-ce autobiographique? Avant que je puisse répondre, ma mère a interrompu. Tu veux dire que tu as écrit des histoires sur nous? Sur les affaires familiales? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi? J'écris de la fiction, ai-je interrompu fermement. Mes personnages ne sont pas vous. Mais la vérité émotionnelle de se sentir invisible dans sa propre famille, oui, j'ai puisé dans cette expérience. Michael avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça, a-t-il dit doucement. Tu n'as jamais rien dit. Aurais-tu écouté si je l'avais fait, ai-je demandé, pas méchamment. Tu étais occupé à être l'enfant prodige, Michael. Ce n'était pas ta faute, mais c'était notre réalité. Mon père, qui faisait défiler le téléphone de Jessica, a levé les yeux avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Certaines de ces critiques mentionnent comment votre travail explore les thèmes de la négligence parentale et de l'amour conditionnel. Sa voix était basse. C'est comme ça que tu nous vois, Rachel? Comme des parents négligents? La question est restée suspendue dans l'air, lourde de décennies de blessures inexprimées. J'ai pris une profonde inspiration. Je vous vois comme des parents qui n'avaient de place que pour un seul enfant à succès, ai-je dit prudemment. Et je n'étais pas cet enfant. J'ai donc construit une vie et une carrière qui ne dépendaient pas de votre approbation ni même de votre conscience. Et maintenant, nous voici. Ma mère s'est levée brusquement, sa chaise raclant le parquet. Je dois débarrasser les assiettes du dessert, a-t-elle dit, bien que personne n'ait fini de manger. Elle a commencé à rassembler les assiettes d'une main tremblante. Barbara, assieds-toi, a dit mon père avec une fermeté inhabituelle. C'est important. Ce qui est important, c'est que Rachel a apparemment nourri tous ses ressentiments pendant des années, a répondu ma mère, la voix serrée, écrivant des livres sur les parents terribles que nous sommes. Maman, ce n'est pas ce que Rachel a dit, a interrompu Michael. Et tu l'as traité d'inconnu il y a moins d'une heure. Ma mère s'est figée, les assiettes à la main, comme si elle avait oublié ce commentaire. Jessica a visiblement tressailli. Je n'ai jamais dit que vous étiez de terribles parents, ai-je clarifié. Mais oui, j'ai été blessé, à plusieurs reprises. Et au lieu de vous affronter, j'ai canalisé ces sentiments dans mon écriture. C'est ce que font les écrivains. Nous transformons nos expériences en histoires. Des histoires qui t'ont rendu célèbre tout en nous faisant passer pour des méchants, a dit ma mère amèrement. Personne ne sait que les livres sont liés à vous, ai-je répondu. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient autobiographiques. C'est votre culpabilité qui parle, pas mes mots. La pièce est tombée silencieuse. Ma mère est restée debout, serrant les assiettes comme un bouclier. Mon père avait l'air perdu dans ses pensées. Michael et Jessica ont échangé des regards gênés. J'ai envisagé de me lever et de partir. Ce serait plus facile que de continuer cette conversation douloureuse. Mais quelque chose me retenait sur ma chaise, peut-être la même persévérance obstinée qui m'avait poussé à écrire pendant des années de refus avant mon premier succès. Je n'ai jamais voulu avoir cette conversation, ai-je admis. Mais maintenant que nous y sommes, il est peut-être temps d'être honnête. J'ai construit une vie dont je suis fier, une carrière qui m'épanouit. Je l'ai fait sans votre soutien ni votre reconnaissance. Cela ne devrait pas diminuer votre fierté des réalisations de Michael. Il y avait toujours de la place pour nous deux pour réussir, même si vous ne pouviez pas le voir. Mon père a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Je ne sais pas quoi dire, Rachel. Je suis désolé que nous ayons manqué tant de choses. C'était la première excuse sincère que j'entendais dans cette maison, et elle est tombée comme une pierre dans l'eau immobile, les ondulations se propageant. Les défenses de ma mère ont semblé s'effondrer légèrement. Elle a posé les assiettes et s'est affaissée sur sa chaise. Pourquoi ne nous as-tu pas fait comprendre, a-t-elle demandé, mais le ton accusateur avait disparu de sa voix. Ce n'était pas ma responsabilité, ai-je dit doucement. Les parents sont censés voir leurs enfants. Les deux.
Pas seulement celui qui correspond à leur récit préféré. Michael a tendu la main par-dessus la table et m'a touché la main brièvement. Je ne l'ai pas vu non plus, a-t-il dit. Je suis désolé, Rachel. La reconnaissance de mon frère, inattendue et sincère, m'a fait monter les larmes aux yeux que j'ai rapidement chassées. Jessica, qui était restée silencieuse pendant la confrontation, a pris la parole. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, vos livres sont magnifiques. Ils ont touché tant de gens. C'est un don rare. Dans le silence gêné qui a suivi, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. La dynamique familiale, calcifiée pendant des décennies, s'était fissurée. Ce qui grandirait à sa place restait à voir, mais il n'y avait plus de retour possible à ce qui avait été. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais enfin visible dans la maison de mes parents. Le reste du dîner s'est déroulé dans un étrange mélange de tension et de révélation. Ma mère a fait une tentative tiède de servir le dessert, une mousse au chocolat qui est restée largement intacte tandis que la conversation se poursuivait par à-coups. Jessica, semblant déterminée à normaliser la situation, a posé des questions réfléchies sur mon processus d'écriture et mes projets futurs. J'ai répondu prudemment au début, puis avec une franchise croissante en réalisant que son intérêt était sincère. Je travaille actuellement sur un nouveau roman, ai-je admis, partageant des détails de mon travail publiquement avec ma famille pour la première fois. C'est l'histoire de sœurs séparées dans leur enfance qui se retrouvent adultes pour découvrir qu'elles ont vécu des vies parallèles. Cela semble fascinant, a dit Jessica. Sera-t-il publié l'année prochaine? Si je respecte ma date limite, oui. Mon éditeur espère une sortie au printemps. Ma mère a poussé son dessert autour de son assiette. Je suppose que nous devrons attendre la version cinématographique, a-t-elle dit, une tentative d'humour peu convaincante qui est tombée à plat. En fait, ai-je répondu, si vous souhaitez le lire avant, je pourrais vous envoyer les épreuves une fois qu'elles seront prêtes. L'offre planait dans l'air, une branche d'olivier hésitante. Mon père s'est raclé la gorge. J'aimerais ça, a-t-il dit doucement. J'aimerais lire vos livres. Tous. Michael a acquiescé. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur soit une auteure célèbre et que je ne le savais même pas. Je ne suis pas exactement célèbre, ai-je clarifié. La fiction littéraire n'est pas exactement le statut de célébrité. Votre page Wikipédia ne serait pas d'accord, a fait remarquer Jessica avec un sourire. Et le New York Times non plus. Après le dessert, nous sommes allés dans le salon. Ma mère s'est excusée pour aller dans la cuisine, prétextant qu'elle devait commencer la vaisselle, bien que je soupçonne qu'elle avait besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'était passé. Jessica a touché le bras de Michael. Pourquoi ne vas-tu pas aider ta mère? J'aimerais discuter un peu plus avec Rachel de son travail. Michael a semblé soulagé d'avoir une direction et s'est dirigé vers la cuisine. Mon père a marmonné quelque chose à propos de vérifier le score du match des Indians et a disparu dans son bureau, me laissant seul avec Jessica. Dès qu'ils ont été hors de portée, Jessica s'est tournée vers moi avec une expression d'excuse. Je suis tellement désolée si j'ai causé des problèmes, a-t-elle dit. Je n'avais aucune idée qu'il ne connaissait pas votre carrière. Ce n'est pas de votre faute, l'ai-je rassuré. Cela se construit depuis des années. Il fallait probablement que ça arrive. Jessica a acquiescé pensivement. J'ai reconnu votre nom immédiatement, a-t-elle confessé. Quand Michael a mentionné que sa sœur Rachel était écrivaine à New York, je me suis demandé si ça pouvait être vous. Mais quand je suis arrivé et que personne n'a mentionné vos livres, j'ai pensé que je devais me tromper. Donc la recherche Google pendant le dîner était délibérée, a-t-elle admis. Quand votre mère a fait ce commentaire sur le fait que vous n'étiez qu'une inconnue, je n'y croyais pas. Je savais que j'avais lu votre travail. J'ai pensé que peut-être leur montrer. Elle s'est interrompue, ayant l'air incertaine. Les forcerait à me reconnaître, ai-je suggéré. Elle a hoché la tête, ayant l'air légèrement embarrassée. Était-ce terrible de ma part? J'ai réfléchi à la question. Non, ai-je finalement dit. Peut-être qu'il fallait que cela vienne de quelqu'un d'extérieur à la famille. Il ne m'aurait peut-être jamais cru. Nous avons été interrompus par le retour de Michael de la cuisine. Il s'est assis à côté de Jessica, me regardant avec de nouveaux yeux. Maman est contrariée, a-t-il rapporté. Papa lui parle dans la cuisine en ce moment. Je suis désolé pour ça, ai-je dit, le pensant. Malgré tout, je n'avais pas voulu les blesser. Michael a secoué la tête. Ne t'excuse pas. C'est moi qui devrais être désolé. Je n'ai jamais réalisé.
Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Je n'ai jamais vu comment il te traitait différemment. J'étais tellement absorbé par mes propres affaires. Tu étais un enfant aussi, Michael, lui ai-je rappelé. Ce n'était pas ta responsabilité de corriger le comportement de nos parents. Pourtant, a-t-il insisté. J'aurais dû le remarquer. Toutes ces cérémonies de remise de prix et ces publications que tu as mentionnées. Je n'ai même jamais demandé ce que tu faisais à New York toutes ces années. Pas vraiment. Jessica lui a serré la main en signe de soutien. Le fait est, a continué Michael, j'ai toujours pensé que c'était toi qui avais de la chance. Maman et papa étaient tellement concentrés sur moi, me poussant constamment vers le succès, surveillant chaque note et chaque réussite. Tu semblais libre de faire ce que tu voulais sans toute cette pression. Je n'avais jamais réalisé que l'envers de cette liberté était l'invisibilité. Sa perception m'a sidéré. Pendant toutes ces années où j'avais envié son attention et son approbation, il m'avait envié la liberté de ne pas être scruté. C'était une perspective que je n'avais jamais envisagée. Peut-être pouvons-nous recommencer, a-t-il suggéré, en tant qu'adulte. Je veux connaître ta vie, Rachel. Ta vraie vie, pas la version édulcorée que tu as partagée pendant les vacances. L'offre m'a profondément touché. J'aime ça, ai-je dit simplement. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, ayant l'air plus âgé qu'au dîner. Votre mère a besoin de temps, a-t-il dit. C'est beaucoup à digérer. Il s'est assis lourdement dans son fauteuil, le même siège qu'il avait occupé tout au long de mon enfance. J'ai parcouru votre page d'auteur sur mon téléphone, a-t-il admis. Les critiques, les prix. Je n'avais aucune idée, Rachel. Aucune idée du tout. Je sais, papa, ai-je dit doucement. Non, tu ne comprends pas, a-t-il insisté. Nous t'avons fait défaut. Je t'ai fait défaut. Toutes ces fois où tu as essayé de nous parler de ton travail, et nous ne t'avons pas entendu. Il a levé les yeux humides. Je suis tellement fier de ce que tu as accompli. Tellement fier. Et j'ai honte qu'il ait fallu une étrangère pour me faire le voir. Jessica a remué inconfortablement d'être appelée une étrangère mais est restée silencieuse. Il n'est pas trop tard, ai-je dit, me surprenant moi-même avec ces mots. Pour être intéressé. Pour être impliqué. Si vous le voulez. Il a hoché la tête fermement. Nous le voulons. Nous le voulons. Votre mère aussi, même si elle ne peut pas encore le dire. La soirée s'est terminée plus tôt que prévu. Les révélations émotionnelles avaient épuisé tout le monde. Pendant que je me préparais à partir, Jessica m'a serré chaleureusement dans ses bras. Ce n'était pas le dîner auquel je m'attendais, a-t-elle dit avec un sourire larmoyant, mais je suis contente d'avoir enfin rencontré la vraie Rachel Thompson. Je suis une vraie fan de votre travail. Michael m'a aussi serré dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. Cela ne répare pas tout, a-t-il dit doucement, mais c'est un début, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Mon père m'a accompagné à la porte. Veux-tu revenir dîner dimanche prochain, a-t-il demandé. J'aurai lu ton premier livre d'ici là. On pourrait en parler. L'invitation, si simple et pourtant si significative, m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Je serai là, ai-je promis. Ma mère est restée dans la cuisine, ne sortant pas pour dire au revoir. J'ai compris qu'elle avait besoin de temps, que sa vision du monde avait été remise en question de manière fondamentale. Le changement ne se produirait pas du jour au lendemain. En rentrant à New York le lendemain, j'ai réfléchi au chemin qui m'avait mené à ce point. Les années douloureuses d'être négligé avaient alimenté ma détermination à réussir, à créer un travail qui exigeait de l'attention. L'ironie ne m'a pas échappé que l'échec de ma famille à me voir m'avait finalement rendu plus visible au monde. Je n'avais jamais écrit pour leur approbation ou leur reconnaissance. J'avais écrit parce que je devais le faire, parce que les histoires en moi exigeaient d'être libérées. Pourtant, il y avait une satisfaction indéniable à être enfin vu par les personnes qui m'avaient formé, pour le meilleur et pour le pire. Mon téléphone a sonné avec un message de Michael, « Papa vient de commander tes livres pour tout son club de golf. » Maman est horrifiée par le langage inapproprié qu'ils vont tous lire. Le progrès prend des formes étranges. J'ai éclaté de rire dans ma voiture vide. Le progrès, en effet. La fille invisible avait enfin été vue. L'inconnu était devenu quelqu'un, non pas parce qu'une recherche Google avait révélé mes réalisations, mais parce que j'avais persisté à croire que ma voix comptait, même lorsque ceux qui auraient dû l'entendre en premier n'avaient pas écouté. Cette persévérance, plus que tout prix ou toute reconnaissance,
était la véritable mesure de mon succès. Alors, et vous? Avez-vous déjà été sous-estimé par votre famille ou vos amis? Comment avez-vous réagi lorsqu'ils ont finalement reconnu vos réalisations? J'aimerais connaître vos expériences dans les commentaires ci-dessous. De plus, si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres expériences de vie réelle. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle qu'être négligé ne définit pas votre valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté, et rappelez-vous, parfois les personnes qui vous voient clairement sont celles auxquelles vous vous attendez le moins. Votre voix compte, toujours.